Isabelle Perron, as-tu déjà piraté de la musique ou des films? Je sais pas si tu peux ne pas répondre en ondes si Dans tu le veux. temps, LimeWire, c'était quand même téléchargé illégalement de la musique, non? LimeWire, Pirate Bon, Bay, c'était quoi? on Il y a avait tous déjà fait ça. quelque chose Seek, là, j'oublie le nom. Hey, j'en ai utilisé de ces plateformes-là. Seb, tu veux-tu être on the record là-dessus? Il y avait des MP3. Je veux pas commenter. Il veut pas commenter, mais il hoche de la tête de haut en bas depuis. Non, mais tu sais, on faisait ça pour avoir de la musique sur nos petits MP3 qui étaient révolutionnaires parce qu'on était capable d'enregistrer 100 chansons. Rappelez-vous, c'était vraiment chouette, ça. Eh oui. Et donc, évidemment, il y a eu l'âge d'or de ces plateformes-là qui permettaient d'accéder à de la musique, à des films. Puis moi, je me suis carrément constitué des bibliothèques là, de ça à une époque. Là, ouais. Il y avait cette idée d'avoir genre toute la musique du monde. Là. J'avais, je pense, carrément un disque dur externe. T'es collectionneur depuis ta naissance. Oui, tu vois, je suis toujours été collectionneur. Puis honnêtement, c'est fou parce que quand j'y pense, tu sais, la quantité de choses que j'ai volées, là, je dois l'avouer, avec 25 ans d'écart. Mais pour finalement écouter toujours les mêmes 10 chansons, là, tu comprends ce que je veux dire? J'ai dû voler des gigabits de données de musique que j'ai jamais écouté. C'était comme tu disais, mon petit côté collectionneur, que j'avais besoin de toute la musique, même des choses que je n'allais jamais écouter. Donc, t'accumulais ça avec la poussière dans le coin de ta maison, mais tu n'écoutais pas la musique. Dans le coin de mon disque dur, parce que c'est ça qui était fou de cette révolution-là, c'est que moi, j'ai, comme jeune adolescent, acheté des CD, mais tu sais, à un moment donné, c'était comme 15$, 20$ le CD, puis là, tu sais, une fois que ta tour à CD était pleine, fallait que tu achètes une autre tour. Tu sais, il y avait comme une limitation physique, là, par-delà l'argent, mais dans la piraterie musicale, c'était comme, tu sais, tu achetais un disque dur, puis c'était infini, là, tu sais, tu vas télécharger. La plus grande limitation, je t'avouerai, quand j'étais ado, c'était la limite de ma connexion, la vitesse de ma connexion Internet. C'était long, télécharger de la musique. Si j'avais été chez toi, en plus, j'aurais appelé. Tu sais, dans le temps, ça nous déconnectait. J'aurais adoré faire ça. Fred Bastien est là pour nous dire que la police a gagné la partie, j'ai l'impression. Fred, ce sera plus facile de pirater dans les prochaines années, ou du coup, beaucoup moins que ce l'était quand on était jeune. Ouais, quand tu dis ça sera plus facile, ça sera moins facile. En fait, là, ça ne sera plus facile. En fait, c'est intéressant. Puis là, on a parlé beaucoup de piraterie musicale depuis le début du segment. Là, il est plus question de la télévision, des films, du cinéma. Et je trouvais ça intéressant parce que, bon, on sait qu'il y a une fameuse guerre, là. Il y a le chat et la souris qui se donnent entre ceux qui détiennent les droits. On pense aux studios hollywoodiens ou même ici, là, au Québec, le groupe TVA, etc., qui disent, là, il y a trop de nos contenus qui circulent illégalement sur le web. Et de l'autre côté, il y a ceux qui tentent à tout prix de voir le plus d'affaires possible pour le moins cher possible, parfois gratuitement. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on prend un pas en arrière. Là, récemment, la Cour fédérale a ordonné à 8 grands fournisseurs Internet de bloquer des plateformes de diffusion illégale. Puis tu sais, entre vous et moi, les consommateurs, on le sait généralement quand c'est illégal. On sait qu'il a fallu creuser un peu pour avoir accès à certaines plateformes. Puis c'est des grands noms, je ne vais pas toutes les nommer, là, mais tu sais, des trucs comme F-Movies, 1, 2, 3 Movies, des trucs où on contourne vraiment la loi, puis c'est comme hors de tout doute là, une piraterie. Puis même, je vais raconter une petite anecdote. Ça date d'il y a quelques années, je ne vais pas incriminer la personne, mais j'étais en visite chez des amis québécois qui habitent en région. Puis là, on dort chez eux, puis ils nous disent « Ah, si vous voulez écouter la télévision, vous payez ici, puis on a accès à tout. » Puis là, je suis comme « On a accès à tout. » Puis là, je vois, il y a des productions québécoises là-dedans, des trucs qui ont été faits ici, avec des productions de Netflix, avec des productions internationales. Puis là, je suis comme « Mais c'est quoi ça? » Puis ils me disent « Ah, ben, on a acheté ça, Puis là, il y avait l'impression que c'était légal. Ça leur avait coûté 100$ dans le fond d'un magasin. Puis là, eux, ils payaient. Il y en a qui payent à chaque mois pour un service complètement illégal. Oh! Donc, je comprends que les gens qui travaillent en médias, qui travaillent derrière ces œuvres, mais si on veut être rémunéré dans un monde, on n'arrête pas de crier à quel point c'est un moment plus compliqué pour certains médias où les modèles de financement changent avec le temps, mais si au moins on peut être rémunéré pour le contenu qu'on produit légalement, surtout le produit local, c'est la moindre des choses. Alors là, c'est vraiment un gros jugement qui tombe parce qu'au fédéral, les fournisseurs Internet partout au Canada, là, donc Bell, Rogers, TELUS, Vidéotron, Cogeco, Eastlink, Sasktel et TexAvis doivent tous appliquer le blocage. Ils ont une dizaine de jours pour enlever la vingtaine de sites illégaux que je vous ai mentionnés précédemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que désormais, si vous êtes un détenteur de droits, là, justement comme un studio hollywoodien ou un producteur de télévision québécoise, puis vous voulez faire enlever des nouveaux sites qui se créent, parce que on sait, le secret de Polichinelle, c'est qu'il
historiquement, quand on bannissait un des sites, ben, ça prenait quelques minutes pour qu'il réapparaisse. Ouais. Puis là, on recommence le jeu des tribunaux, on retourne devant un juge, il y a des longues procédures. Comment on appelle ça en français, le whack-a-mole? Il faut que tu tapes la taupe qui sort, puis il y en a un autre qui sort à côté, puis là, tu tapes, c'est que tic, 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 tic. Oui. Dans la mythologie grecque aussi, il y a une créature que tu coupes une tête, il y en a deux autres qui poussent. Là, on fait souvent référence à ça pour le piratage. Mais la grosse nouveauté de ce jugement, qui est quand même intéressante, c'est que justement, si votre contenu est piraté, puis vous êtes de ces gros studios-là, bien, vous pouvez demander immédiatement de bannir le nouveau site qui vient d'apparaître sans nécessairement refaire la grande tournée judiciaire. Et là, je sais, Francis, je te connais en tant que grand protecteur du citoyen et des droits et libertés, tu vas dire comment est-ce qu'on peut prouver que ce nouveau site est vraiment de la piraterie? Bien, si le site en question veut s'opposer à cette décision avant qu'elle passe devant un juge, il pourra le faire. Et là, ça sera la Cour qui tranchera en conséquence. Puis, tu sais, on mentionne dans la disposition que, ben, c'est évidemment, ça va être des sites que c'est les mêmes contenus, les mêmes formules, la même manière de procéder que les autres sites. Donc, on englobe assez clairement là, des sites de piraterie qui ne laissent pas vraiment place à la nuance. Là. On s'entend que c'est juste des gens qui volent notre contenu, qui volent du contenu d'ailleurs et qui le monétisent pour eux. Parce que si seulement aussi, il y avait personne qui se mettait riche avec ces sites-là illégaux, mais il y a des gens à toutes les étapes de la production, de l'illégalité, qui réussissent à en mettre dans leur poche plutôt que les réels artisans qui sont derrière les œuvres en question. C'est plus payant pour eux, pour les artisans. Ben, c'est possible, malheureusement, tout dépendant de comment le système est installé. Puis, encore une fois, là, je comprends aussi les gens à la maison qui disent « la vie nous coûte cher ». Puis, il y a un autre argument aussi qui est quand même pertinent pour le consommateur qui dit « là, avant, je pouvais acheter le DVD, puis il m'appartenait. Là, maintenant, il faut que je sois abonné. Peut-être que demain matin, ma série ne sera plus disponible. » Je comprends les frustrations des gens, mais encore une fois, moi, c'est sûr qu'en tant que personne qui travaille dans l'industrie, j'ai un biais favorable pour payer son contenu. Là. Puis, en même temps, dans les dernières années, il y a eu des grèves et des grèves parce qu'on veut améliorer nos conditions de travail, on veut être mieux rémunérés. Il y en a même qui saccagent en ce moment des métros puis des bureaux pour leurs conditions de travail. Donc, je me dis, on parle quand même des deux côtés de la bouche. Quand d'un côté, on veut des meilleures conditions, parfait. Puis de l'autre, on ne veut pas payer non plus pour un contenu où ces gens-là aussi veulent être payés. Exact. Puis je vais quand même aussi mettre un peu d'eau dans mon vin sur certains aspects. On le voit dans le jeu vidéo, quand une œuvre n'existe plus, n'est juste plus disponible. Tu sais, le fournisseur a arrêté de le diffuser. L'œuvre en question, je peux pas aller la voir au cinéma, je peux pas aller la voir sur un site web légalement, je peux pas aller la voir dans une bibliothèque. Là, peut-être que je peux comprendre que certains sites archivent ou veulent regrouper des trucs qui ne sont plus disponibles. Comme je disais, on le voit dans le jeu vidéo. Il y a une espèce de possibilité de la piraterie si c'est pour faire carrément de l'historique du jeu vidéo. Si le jeu n'est plus vendu nulle part et si on ne peut plus jouer légalement, je peux comprendre. Mais moi, je vois quand même ce jugement-là comme étant un pas en avant pour défendre le matériel, notamment le matériel d'ici. Là. Mais c'est un autre point, ça, je trouve. Tu as raison, parce qu'en plus, les films, parfois, sont financés par de l'argent public. Ce serait intéressant qu'ils soient disponibles en quelque part, parce que ça, c'est difficile de les consommer après les œuvres. Oh oui, puis ça, effectivement, là, je veux dire, comme tu l'as dit, on met tous des dollars dans ces œuvres-là. Moi, j'aime la culture. Je pense qu'il y a tellement des web-séries qui ont été faites dans les 15 dernières années qui sont difficiles à retrouver. Puis on a payé pour ça. T'sais, une plateforme, ça vaudrait la peine de toujours le faire. Puis, bon, j'invite l'industrie à continuer de cheminer là-dessus parce qu'effectivement, l'argent du public mérite d'être utilisé. Puis, moi, ça me fatigue toujours quand il y a une part des impôts de plein de gens qui sont utilisés pour du contenu qu'ils ne verront jamais. Ça me travaille. Encore une fois, je ne remets pas le système au complet en question. Là. Je pense que c'est tout à fait sain qu'on contribue à notre culture en tant que Québécois et Québécoises. Mais des fois, je me dis qu'il faudrait qu'on ait une facilité pour y accéder aussi. Là. Ben oui, vraiment. Fred Bastien, il nous reste 2 petites minutes, mais on voulait vite parler des nouvelles lunettes Meta, là, ces lunettes connectées qui permettent de filmer, de faire un paquet d'affaires. Moi, personnellement, ça me pue au nez, cette technologie-là, mais j'ai l'impression d'être dans la minorité parce qu'autour de moi, les gens sont enthousiastes. Il y a un gars, l'autre fois, il me montrait, check ça, j'ai filmé ma fille qui fait de la bicyclette. J'étais comme, ouais, OK, mais genre, je sais pas, est-ce que c'est... Je suis surprise que t'aimes pas ça. C'est comme les Google Glass, là, vous vous rappelez, à l'époque, là, dans la Silicon Valley, les gens qui les portaient, on les appelait les glass holes, hein? C'était genre... C'était cette idée que tu pouvais filmer le monde tout le temps, le insu, c'est invasif. Pour moi, c'est le début de la fin. Mais bref, je suis pas le seul, apparemment, Fred Bastien, à ne pas aimer cette technologie. Ben,
C'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus de grandes personnalités qui endossent ces fameuses lunettes connectées, là, notamment celles de Meta, là, les Ray-Ban. Moi, je voyais récemment une pub de Kylian Mbappé, le joueur de soccer, qui vantait ces lunettes-là. Je me disais, ben voyons, il a besoin de ça, lui, de faire des pubs de Facebook. Tu sais. Puis de l'autre manière, Kylie Jenner qui lance aussi un modèle. Et là, les gens qui se fâche un peu dans ses commentaires là, en disant « tu t'associes à ça », j'ai l'impression qu'on essaie de faire passer cet objet-là comme étant très cool. Je pense que c'est ça là, l'enjeu principal. Si on réussit à montrer à la jeunesse que c'est cool d'avoir une caméra d'en face, on va continuer de le faire. Mais tu sais, moi je pose la question, avant Internet, c'était sur notre ordinateur dans une pièce. Là, ensuite, c'est devenu dans nos téléphones. Là, ensuite, c'est devenu dans la pièce où est-ce qu'on est. On peut parler à nos bébites, le Google, Alexa, etc. Là, maintenant, l'Internet est rendu dans notre face, là, à 1 pouce de nos yeux. Là. Est-ce que ça va finir? Exact. Puis on sait que Elon Musk travaille là-dessus, notamment avec Neuralink. Mais mon point est le suivant. On est tellement connectés. Suis-je vieux jeu de dire « Hey, mes lunettes, là, j'aime qu'elles ne voient pas plus que mes deux vitres et le plastique qui les compose. » Tu sais, j'ai envie de garder un certain aspect privé à ma vie, même si on sait, avec tout ce que j'ai nommé précédemment, il n'y en a plus vraiment de vie privée. Là. Non, puis même qu'à chaque fois qu'on parle de cette affaire-là, je me demande, est-ce qu'on a encore le droit à une vie privée? C'est comme si, de plus en plus, c'est difficile de le garder. Avant même de parler de droit, je parlerais de possibilités. Là. Je pense que c'est juste possible d'avoir une vie privée, notamment avec toutes les caméras qui sont autour de nous. Pour revenir sur les lunettes en question, il y a des gens qui s'en servent de manière un peu néfaste aussi. Là. C'est possible de trafiquer un peu le système pour que ça ne paraisse pas quand on filme. Alors là, on ne sait pas qu'on est filmé en public. Ouais. Imagine il y a du contenu qui se crée par rapport à ça. Oui, exact. Puis ça reste selon moi une minorité des utilisations. Il ne faut pas faire le procès de la technologie au complet en pensant juste à ça, mais c'est quand même un des éléments. Cela dit, je les ai déjà essayés quelques minutes par curiosité, autant dans un magasin que chez un ami qui en possédait. Puis je vais quand même mentionner que le haut-parleur est impressionnant. Là. C'est à induction osseuse, donc plutôt que d'avoir un haut-parleur dans ta tête, c'est vraiment ta branche de lunettes qui fait vibrer, j'ai envie de dire, ton cerveau, mais c'est plus tes os. Assez impressionnant, ça fonctionne bien parce que tu entends encore les bruits ambiants en plus de ta musique. Puis sinon, bon, tu peux te demander là, à Meta des trucs de AI, mais là, t'as l'air du gars qui se parle tout seul avec des grosses barniques. Je sais pas si c'est ça que tu veux. C'est déjà comme ça, les gens qui parlent avec leurs écouteurs. Ils ont l'air de parler dans le vide. C'est vrai, effectivement. Puis ça, je suis pas à l'abri de ça moi-même. Il y en a qui se parlent aussi juste tout seul, sans écouteurs, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous vous ennuyez de Fred Bastien, en tout cas, vous pouvez regarder Salut Bonjour tout le week-end. Il est là, une présence, une intelligence. Et la scintillante Isabelle Perron sera en sa compagnie. Merci à toi, Fred. En tout cas, bon week-end. Fort apprécié. On se retrouve lundi. Salut.